Histoire d'un détournement. Le déroulement du PowerPoint, en fait, c'est que c'est en 4 blocs. Le premier bloc, c'est l'historique de la nationalisation puis le pacte social. Le bloc 2, c'est l'impact de la gourmandise du gouvernement, en fait, les hausses de tarifs. Bloc 3, les hausses actuelles proposées. Et bloc 4, la situation actuelle puis la perspective des hausses. Donc, OK. Avant la nationalisation de l'électricité, parce que là, Hydro-Québec, on sait que c'est eux autres qui s'occupent de fournir l'électricité à l'ensemble de la province. L'hydroélectricité est nationalisée. Avant cette situation-là, ce qui se passait, c'était qu'en fait, il y avait à travers tout le Québec plusieurs compagnies hydroélectriques. D'ici, le barrage municipal pouvait offrir son électricité à un tarif X, alors que d'autres régions étaient beaucoup plus chères. Donc, c'était pas égal. Puis, il y avait les entreprises privées aussi qui refusaient d'aller livrer de l'électricité, en fait, de desservir les zones plus éloignées, les zones rurales, parce que ça prenait beaucoup de lignes de transport, c'était beaucoup plus coûteux pour eux de le faire. Fait que quand c'est coûteux, puis tu es une entreprise privée, bien, en général, tu le fais pas, ou tu le fais très cher. Mais là, pour les zones, il y a des zones qui ont choisi de ne pas desservir parce que c'était pas rentable. Quelques exemples de disparités. Vous avez, à Montréal, ça coûtait 1,23 sous du kilowattheure, alors que Mont-Louis, par la coopérative de Gaspé-Nord, c'était 5,48 sous du kilowattheure. Il y avait vraiment une grosse différence entre les différentes régions du Québec. La nationalisation à quelques dates. 1944, il y a la création de la Commission hydraulique du Québec, Hydro-Québec, et on exproprie la Montreal Light, Heat and Power. C'est la première phase de la nationalisation. En 1961, Hydro-Québec reçoit les droits exclusifs sur les territoires québécois qui n'ont pas encore été concédés à des entreprises privées. 1962, une élection référendaire sur la question de la nationalisation de l'hydroélectricité. On a une petite image à la page 5. Maintenant ou jamais, maître chez nous, il était question de nationaliser l'électricité. Cette élection-là, ben, elle avait un caractère référendaire, donc... C'était dans le sage. Fait que par la suite, ben, ça a été possible de nationaliser. Le gouvernement l'a fait en 1963. Il a acheté toutes les entreprises privées. En fait, il a nationalisé toutes les entreprises privées. Et ont été exclus quelques installations d'autoproduction des groupes industriels, comme par exemple Alcan, mais pour l'ensemble, le reste, tout a été nationalisé. Cette nationalisation-là relève d'un pacte social, le pacte social d'Hydro-Québec, qui était de s'attaquer aux inégalités des tarifs sur le territoire de la province, donc uniformiser l'ensemble des territoires, soutenir le développement régional, économique des régions, puis être une société de service public. Être une société de service public, ça veut dire ne pas être là pour faire du profit, en fait pour s'assurer que tout le monde dans la province reçoit un service essentiel, dans ce cas-ci l'électricité. Le mandat... Oui, je me suis posé la question. Oui, vas-y. Mais à cette heure, ils donnent des redevances au gouvernement. Donc, c'est une manière du gouvernement de faire des profits avec ce qui ne devrait pas faire des profits. Non, bien en fait, c'est ça. Avant, au moment où c'était une société de service public, ils ne donnaient pas d'argent à l'État. Il n'y avait pas pour mandat de faire des profits, il y avait vraiment pour mandat d'offrir l'électricité. Hydro-Québec calculait ses dépenses. Bon, ben là, pour produire le barrage, produire l'électricité, produire ci, transporter, tout ça, ça coûte à peu près ça. Fait que si on vend l'électricité à ce prix-là, on rentre dans nos prix, puis on fait une petite marge suffisante pour payer notre entretien puis prévoir de nouveaux projets. Finalement, mais il pas comme plus un que ça. organisme communautaire. Oui, exactement. C'est ça. Je peux revenir à la Oui. dépôt juste avant. Oui. OK, soutenir le développement économique des régions. Parce qu'à un moment donné, on parlait beaucoup dans les années 80 que les consommateurs ordinaires, les ménages, subventionnaient le développement économique via des tarifs concurrentiels au Québec pour faire venir du monde. Donc, c'était déjà mentionné au départ? Non, c'était pas déjà mentionné. Puis en fait, soutenir le développement économique des régions, je te donne une réponse qui est très, très partielle. Je pense que c'était plus soutenir le développement économique par rapport au développement hydroélectrique. Par rapport au barrage et tout ça. Il y a eu des grands projets. Barrage, puis tu développes... Donc, le mandat initial d'Hydro-Québec, fournir l'énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles et commerciales et aux citoyens et citoyennes de cette province au taux les plus bas compatibles avec une saine administration financière. Donc, on voit que c'est au taux le plus bas, mais il ne faut pas non plus se mettre dans le trou. Non. C'est en fonction de ce que ça nous coûte pour produire l'électricité. Bloc 2, l'impact de la gourmandise du gouvernement, les hausses de tarifs. Premier grand changement en 1981.
1981, c'est le gouvernement péquiste qui est au pouvoir avec René Lévesque. Et c'est, donnez-moi 2 petites secondes que je vous dise qui. C'était Parizeau qui était ministre des Finances. Donc, la loi 16, Hydro-Québec devient une compagnie à fonds social. C'est un changement juridique, en fait, qui fait que Hydro-Québec n'est plus une propriété collective. Hydro-Québec, avant, ça appartenait à l'ensemble des Québécois et Québécoises. Maintenant, c'est propriété de l'État. Et l'État est le seul actionnaire d'Hydro-Québec. Ça se traduit par quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? On va le dire. C'est ça. Ça change les choses. En fait, à partir de ce nouveau cadre légal-là, le gouvernement peut toucher des dividendes à partir des profits d'Hydro-Québec. Et là, il commence à toucher jusqu'à 50% des profits qu'il reçoit en dividendes. Donc, avant, on sait que l'État ne prenait pas d'argent des profits d'Hydro-Québec. Les profits d'Hydro-Québec devaient être raisonnables puis servir juste à un peu des projets d'expansion. Et l'exigence des tarifs les plus bas, c'est plus inscrit dans la loi. Ça a disparu. Donc, ça fait que si le gouvernement peut aller chercher jusqu'à 50% des profits d'Hydro, à quelque part, nous, on paye Hydro, donc on donne de l'argent au gouvernement. C'est comme une forme d'impôt ou de taxe supplémentaire. C'est une taxe. C'est une taxe parce qu'un impôt, ça prend en considération ta capacité de payer. C'est en fonction de ton revenu. Ça c'est en fonction de ton utilisation. Puis, comme on le sait, on ne peut pas réduire non plus notre utilisation d'électricité annuelle. On est un pays nordique, on chauffe à l'électricité, donc c'est pas possible. Donc, c'est devenu une taxe, effectivement. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de gros débat de société autour de ce projet de loi-là. Il y a quelques commentateurs qui parlent d'une forme indirecte de taxation, comme tu l'as soulevé, Marie-Josée. Comme je vous l'ai dit, ça s'est fait aussi sous le gouvernement du Parti québécois. Et à ce moment-là, le président d'Hydro-Québec a démissionné sur la base de son désaccord avec la loi 16. Le président d'Hydro-Québec trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Bien, il a donné sa démission en signe de protestation. Ça a changé sur papier, mais dans les faits, pour l'instant, ça ne change pas trop. Par contre, il y a plus d'ingérence du politique dans la décision tarifaire. Puis ça soulève de plus en plus de critiques. Donc, en 95, cette période-là culmine en 95 avec le débat public sur l'énergie qui a mené à la création de la Régie de l'énergie. La création de la Régie de l'énergie, son but, c'est de dépolitiser le processus de fixation des tarifs d'Hydro-Québec. C'est-à-dire que ce ne soit pas le gouvernement qui fixe les tarifs d'Hydro-Québec parce qu'il va chercher des dividendes puis il veut mettre les tarifs les plus élevés pour avoir le plus de dividendes possible. C'est sûr. Mais oui, pour le gouvernement, c'est logique, mais on crée la Régie pour éviter cette situation-là. Donc, le premier champ de compétence de la Régie, c'est de fixer les tarifs et les conditions de service dans le domaine du gaz naturel et de l'électricité. Puis, après avoir tenu une audience publique permettant d'entendre les groupes de la société civile. Les pouvoirs de la Régie à l'origine, scruter les coûts d'Hydro-Québec pour maintenir des bas tarifs. Fait que la Régie peut ordonner une baisse de des tarifs d'électricité s'il voit que, ben, écoutez, vos coûts ne sont pas si élevés que ça, vous avez une diminution de vos dépenses. Je pense que c'est tout à fait légitime de baisser les tarifs d'électricité. Ensuite, des changements dans la direction d'Hydro-Québec, un changement de vision. En octobre 1996, André Caillé devient président de l'entreprise. On note à partir de ce moment-là un changement dans la vision d'Hydro-Québec qui va s'attaquer directement au pacte social. En 1997, création de barrages en partenariat. Hydro-Québec relance la construction de barrages, mais cette fois-ci sous la forme de partenariat avec des sociétés en commandite. C'est une petite brèche dans la privatisation de la production d'électricité qui est ouverte à ce moment-là. Ensuite, dans le changement de vision, en 1997, le gouvernement fait le pari de Hydro-Québec fait le pari du marché de l'exportation, comme tu le soulignais tantôt, que par rapport à, par exemple, justement, on a ouvert les marchés, on a commencé à exporter vers les États-Unis. Donc, Hydro-Québec mise sur une nouvelle stratégie en vue de l'exportation de l'électricité. C'est un contexte de déréglementation du marché de l'énergie partout en Amérique du Nord, puis la Régie est vite perçue comme une embûche par la direction d'Hydro-Québec. L'an 2000, la loi 116. La loi 116, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va séparer Hydro-Québec en 3 unités, mais qui n'ont aucun statut légal. Au niveau légal, Hydro-Québec reste une seule et même entreprise. Par contre, ses activités sont divisées en 3 unités. On va voir ça juste après. Et ça déréglemente la production d'électricité. Et à partir de 2000, on crée le tarif patrimonial, le bloc patrimonial. Les 3 unités d'Hydro-Québec. Hydro-Québec Production. C'est la branche d'Hydro-Québec qui s'occupe de produire l'hydroélectricité. En fait, c'est les barrages.
Hydro-Québec Transport, Transénergie, s'occupe de monter les lignes électriques, d'assurer le transport de l'électricité. C'est aussi simple que ça. Et Hydro-Québec Distribution, elle, c'est tout ce qui a lien avec le service à la clientèle, ces choses-là. Chaque unité, c'est une unité administrative, c'est une division administrative, mais ça n'a pas de statut légal. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'Hydro-Québec, légalement, c'est une seule entreprise, mais ils ont séparé leur comptabilité, leur comptabilité en 3 volets. Hydro-Québec Production, c'est celui qui produit l'électricité pour le marché québécois, puis commercialise ses surplus. Quand je vous disais qu'il y avait déréglementé le volet production, c'est qu'en fait, c'est plus sous la juridiction de la Régie. Hydro-Québec Production, c'est la partie rentable d'Hydro-Québec. Mais la Régie de l'énergie peut plus regarder ce qu'Hydro-Québec Production fait pour analyser la nécessité d'une hausse ou d'une baisse de tarifs. Donc, Hydro-Québec Production aussi a le devoir de fournir l'électricité du bloc patrimonial à Hydro-Québec Distribution. Hydro-Québec Distribution, Transénergie, elle, c'est les lignes de transport. Ça exploite le réseau de transport d'électricité. Ça veille au développement, à la fiabilité et à la pérennité du réseau. Puis, ces activités sont réglementées par la Régie. Donc, voilà, on sait que transporter l'électricité, monter des pylônes, tout ça, ça coûte cher. La crise du verglas aussi a coûté cher. Donc, ça, ce volet-là, peut être regardé par la Régie. Hydro-Québec Distribution, c'est eux qui assurent aux Québécois et Québécoises un approvisionnement fiable en électricité, qui assurent les relations avec la clientèle. C'est des activités qui sont réglementées par la Régie. Puis elle, Hydro-Québec Distribution, achète l'électricité d'Hydro-Québec Production, qui est une autre branche de cette même compagnie. Mais elle peut aussi en acheter à d'autres producteurs du Québec, puis d'ailleurs. Ensuite, bloc et tarif patrimonial. Le bloc patrimonial, c'est un volume annuel d'électricité qu'Hydro-Québec Production doit obligatoirement mettre à disposition d'Hydro-Québec Distribution pour combler les besoins de base de l'ensemble du Québec. Le tarif patrimonial, lui, c'est un montant fixé par la loi auquel est vendu ce bloc patrimonial-là. Donc, le bloc patrimonial est vendu à un montant fixe de 2,79 sous le kilowattheure. Ça n'apparaît pas directement sur la facture d'électricité. Puis, quand on voit 2,79 sous, ce n'est pas nécessairement ce qu'on paye, c'est le prix du bloc patrimonial. À ça peut s'ajouter les coûts de transport, les coûts de distribution, d'autres tarifs. Donc, notre électricité, on ne la paye pas nécessairement sur notre facture 2,79 Ça veut dire que, si on y va dans une petite analyse rapide, là, quand tu reçois ta facture, il y a tout le temps, bon, mettons les, je ne me souviens pas exactement, mais mettons les 700 premiers kilowattheures sont à temps, puis tout ceux qui dépassent sont à tel autre prix. Fait que dans le fond, ils ont comme adapté les lignes. Encore là, tu sais, le tarif du bloc patrimonial va rester le même à 2,79, mais d'une année à l'autre, Hydro-Québec augmente les tarifs en fonction justement du fait que ça nous a coûté plus cher cette année pour les pylônes, ces affaires-là. Fait que le tarif peut monter pareil, le tarif du bloc patrimonial reste égal. Et là, ton bloc patrimonial, il y a 165 térawattheures. Peut-être qu'ils dépassent le bloc. À un moment donné, ça, ils peuvent le dépasser. Oui. Là, le prix n'est plus à 2,79. Non, il n'est plus à 2,69. Puis après ça, c'est le bloc post-patrimonial. C'est autre chose, il s'approvisionne ailleurs. Ça peut tourner aux alentours de, je ne sais pas si je l'ai, je sais que je l'ai vu. Parce que ça, c'est une entente pour ce montant-là. Dans le cahier, on l'a. C'est aux alentours de 10 sous le kilowattheure. Ah, c'est plus pareil. Non. Non, c'est ça. C'est un bloc de base, mais au-delà de ça, les tarifs augmentent. Ils ne sont plus les mêmes. Mais aussi parce qu'ils disent, justement, ta page 8, là, juste ici, là, ils disent que dans le fond, quand ça vient du bloc post-patrimonial, ça vient de compagnies privées. Genre ça peut venir, compagnies. Oui, puis encore là, ça peut aussi venir d'Hydro-Québec parce qu'il produit plus que le bloc patrimonial. Fait que ça vient de différentes sources. Ensuite, comme je l'ai dit, les conséquences de la loi 116, c'est que la production a été retirée du champ de compétences de la Régie. C'est plus possible de débattre de l'enjeu de l'ensemble des enjeux touchant à la construction par la Régie. Il n'y a que l'évaluation environnementale devant le bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, qui est évalué publiquement. Puis le tarif patrimonial, c'est plus fixé en fonction des coûts réels de production d'Hydro-Québec qui augmentent. Comme je dis, c'est plus fixé en fonction des coûts réels d'Hydro-Québec. Le tarif, en ce moment, il ne bouge pas. Là. Il est à 2,79. Mais les coûts d'Hydro-Québec peuvent baisser sans que ça baisse. Donc, le coût patrimonial, il est à faible coût, mais il pourrait parfois être plus bas que ça.
Conséquences sur les tarifs. Très tôt, la loi 116 va faire pression pour une hausse des tarifs d'électricité. Il y a un gel tarifaire décrété par le gouvernement de 1998 à 2003 qui va empêcher une hausse immédiate. Puis quand on dit que ça va faire pression pour une hausse des tarifs d'électricité, c'est parce que ça ne prend plus en considération le coût de production, là, c'est les coûts de transport, coûts de distribution qui, peuvent augmenter d'année en année. Donc, en enlevant la production, on se dit « Ah non, il faut que les tarifs augmentent ». Il y a eu un gel de 1998 à 2003. Donc, on a créé de cette façon-là, on a créé des déficits chez les deux secteurs réglementés, transport, distribution, puis ça va justifier des demandes de hausse importantes ensuite à la régie. Donc, de 2004 à 2010, il y a eu des hausses cumulatives de tarifs qui ont atteint 18,4 %. C'est nettement au-dessus de l'inflation. Mais il faut dire que la régie, des fois, a dit au gouvernement, en fait à Hydro-Québec, « Ah, tu veux une augmentation de temps, mais c'est trop, là, on t'accorde une augmentation plus basse. » Donc, la régie a encore fait son travail en lien avec la fixation des tarifs. Je vais vous faire remarquer aussi à la page 11, quand on a le graphique 4 des hausses de tarifs d'Hydro-Québec Distribution, 2011-2012, il y a aussi eu des baisses de tarifs. Donc, c'est possible. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est possible. Puis la régie, à ce moment-là... Oui, mais des baisses mais en 2011-2012, la régie a dit non, ça n'a pas de sens. Cette fois-ci, je regarde le portrait, puis on est plutôt dû pour une baisse. Donc, a décrété des baisses de tarifs. Ensuite, on dit les libéraux reviennent à la charge. Deux autres décisions gouvernementales vont influencer les tarifs en 2000-2010. Le gouvernement va changer la part des dividendes qu'il va aller chercher sur les profits d'Hydro-Québec. Plutôt que 50 %, maintenant, c'est 75 % des profits d'Hydro-Québec que le gouvernement va chercher comme dividendes. Et en 2007, Hydro-Québec va maintenant être soumis à la loi à la nouvelle redevance sur l'eau, en fait. Donc, la redevance sur l'eau. Le gouvernement a mis une redevance sur l'eau, sur l'utilisation de l'eau pour les grandes entreprises. Parce qu'elle dit, vous utilisez beaucoup d'eau, donc pour les soins, les traitements d'épuration, après ça, il faut que vous contribuiez aussi. Et le gouvernement a décidé de mettre Hydro-Québec sous cette nouvelle redevance, en disant, tu utilises beaucoup d'eau, donc il faut que tu contribues, ce ne serait pas juste pour les autres entreprises qui payent la redevance. En 2007, la redevance était de 263 millions, puis en 2012, 621 millions. Quand on dit qu'Hydro-Québec maintenant paye une redevance sur l'eau, on peut avoir l'impression que les profits du gouvernement, que la part que le gouvernement va chercher diminue. Mais c'est pas vrai parce que cette part-là qu'il va chercher en redevance, il la garde au complet. Si Hydro-Québec ne l'avait pas payé, il l'aurait gardé s'arrêter dans les profits, puis le gouvernement serait allé chercher 75 % de cette portion-là. Fait que la partie redevance, c'est 100 % de taxation, puis le reste des profits, les dividendes sont versés à 75 %. 2010, virage tarification. Le ministre des Finances de l'époque, M. Raymond Bachand, dans son budget 2010, dépose un projet ambitieux qui va aller sur 3 fronts. La hausse des frais de scolarité, l'imposition d'une taxe santé régressive, taxe santé qui est toujours en place, et la hausse du bloc patrimonial. C'était pas pour 2010, mais en 2010, il a mis la table pour les prochaines hausses à venir. C'est la même chose, en fait, pour les frais de scolarité. C'était pas pour 2010, ça s'en venait. Mais il a mis la table pour ça. Le projet, c'était l'augmentation substantielle du tarif patrimonial à partir du 1er janvier 2014. Le tarif aurait été majoré d'1 cent. Au lieu de 2,79, ça aurait été 3,79 pour le kilowattheure, pour être ensuite indexé. L'impact d'une telle hausse sur la facture serait d'environ 3,5 %. Et ça, c'est de cette hausse-là seulement, de l'indexation, de la majoration puis de l'indexation, pas de l'ensemble des hausses. Mais le Parti libéral n'a pas remporté les élections, donc ce projet-là a changé. On va juste passer à cette période-là, parce qu'on se pose les questions au fur et à mesure. 3 facteurs de la hausse actuelle, en fait, le bloc 4, c'est les hausses actuelles proposées. Le budget Marceau. Donc, en novembre 2012, le ministre des Finances, Nicolas Marceau, a proposé des nouvelles hausses. En fait, pendant les élections, ils ont dit, non, on ne touchera pas au bloc patrimonial, ça va être gelé, promis. Mais comme tout le reste... Une fois élus, ils sont revenus sur leur promesse. Ouais. Donc, la hausse du tarif patrimonial prévue par le gouvernement précédent, par le gouvernement libéral, a été enlevée, mais le gouvernement a trouvé d'autres façons de prendre l'argent à Hydro-Québec. Indexation du tarif patrimonial. Je n'ai pas l'information ici du taux d'indexation.
Le gouvernement demande à Hydro-Québec de baisser ses dépenses de 225 millions par des coupures de postes notamment. Normalement, comme Hydro-Québec coupe ses dépenses de 225 millions, ben ses dépenses sont plus basses. Puis si ces dépenses sont plus basses, ben ça coûte, en bout de ligne, on considère que ça coûte moins cher pour produire l'électricité parce que les dépenses sont plus basses, fait que ça devrait se résulter en une baisse de tarifs. Mais c'est pas le cas. Le gouvernement a plutôt décidé que ce que vous allez économiser, là, ben on va le prendre. C'est pas des véritables économies, ça va nous être versé. Les coupures de postes, 2000 postes d'ici la fin de 2013, qui devraient être faites de façon arbitraire sans analyse d'impact. Ce qui fait qu'Hydro-Québec pourrait s'y perdre une part importante de son expertise. Et puis, les coupures pourraient affecter la qualité et la fiabilité du service. Ensuite, l'impact du budget sur la mise en place des compteurs intelligents. La Régie de l'énergie avait accepté le projet des compteurs intelligents en disant que ça allait faire des économies prévues, notamment avec la mise à pied de plusieurs employés. En fait, ceux qui faisaient le relevé des compteurs. Maintenant, avec les compteurs intelligents, ça s'envoie par onde. Donc, il y avait beaucoup de postes. Mais avec le projet de loi 25, l'économie faite supposée n'aura pas lieu parce que le gouvernement va s'approprier les charges salariales, les économies sur les charges salariales. Donc, c'est des montants qui vont aller au gouvernement plutôt qu'en baisse de tarifs. On y aurait eu droit puisque Hydro-Québec va faire des économies, mais non, le gouvernement s'approprie ces sommes-là plutôt que de nous accorder des baisses de tarifs. 500 millions de plus. Donc, privatisation de la production d'électricité. On dit que dès 1981, lorsqu'Hydro-Québec a été transformé en compagnie à fonds social, il y a des voix qui se sont fait entendre pour privatiser Hydro-Québec en tout ou en partie. Parce qu'Hydro-Québec a quand même un taux de rendement assez intéressant, fait que c'est intéressant pour des entrepreneurs privés de pouvoir éventuellement reprendre cette entreprise-là. C'est sûr qu'une privatisation totale, ce ne serait pas possible. Il y aurait vraiment une levée de bouclier qui serait très, très forte parce que Hydro-Québec, c'est encore notre fierté. Même si c'est pas tout le monde que ça ne nous appartient plus, que ça appartient juste au gouvernement. Mais il y a une petite part de privatisation qui est déjà amorcée avec les petits barrages faits en partenariat avec des entreprises privées, avec aussi l'achat d'énergie éolienne qui est produite par des entreprises privées. Donc, la privatisation totale, c'est pas pour demain, mais il y a des petites brèches qui sont déjà faites. Donc, la production de barrages en copropriété existe depuis de nombreuses années. Il y a une accélération qui a été produite avec les projets de petites centrales hydroélectriques de 50 MW. Comme on voit, il n'y avait pas de nécessité de produire ces barrages-là parce que Hydro-Québec produisait déjà suffisamment d'électricité, donc c'était pour répondre aux besoins d'exportation. Et puis, le risque est porté par Hydro-Québec parce que les contrats qui sont signés engagent à acheter de l'électricité à un prix fixe, même si on n'en a pas besoin. Donc, le producteur d'électricité qui est privé, ben lui, il est content parce que son électricité, il y a un coût d'achat qui est garanti. OK. Donc, on peut difficilement avoir un portrait d'ensemble de la situation, mais la Fondation Rivière a annoncé avoir mis la main sur 44 contrats suite à des demandes à la Commission d'accès à l'information. Ça a sorti il y a peu de temps. Puis les premières informations qu'on aurait, c'est que les contrats qui ont été signés avec les petits barrages contiendraient des clauses d'indexation automatique. Fait que les promoteurs, ceux qui produisent l'électricité, eux, en plus, non seulement ils ont des prix fixes, mais ils ont des prix indexés. Ensuite, TransCanada Énergie. Cette compagnie a obtenu l'autorisation de construire une centrale hydroélectrique au gaz dans le parc industriel de Bécancour. C'est un contrat d'achat garanti fait par Hydro-Québec, entre Hydro-Québec et TransCanada Énergie. Mais il y a des surplus d'électricité, puis ils sont de plus en plus difficiles à écouler. Donc, la centrale a fermé en 2008. Mais elle a fermé. Elle ne produit plus. Mais elle a un contrat avec Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec doit payer quand même l'entreprise, même si ça revient moins cher en bout de ligne de payer pour qu'elle ne produise pas que d'acheter ce qu'elle produit, mais on paye finalement pour absolument rien. Donc, ben c'est ça. Hydro-Québec paye. Donc, on paye. Donc, on paye. Parce que c'est refilé sur la facture, c'est des dépenses. Au niveau du parc éolien, ensuite, on dit que, tu sais, en fait, c'est pas tant la source d'énergie qu'on remet en question, c'est la façon de développer le parc éolien. Ouais. Et ça, c'est le PowerPoint, l'analyse de la coalition opposée à la tarification des services publics.
Donc, plutôt que de mandater Hydro-Québec puis de nationaliser la production éolienne, le gouvernement a procédé par appel d'offres auprès d'entreprises privées qui, elles, développent le projet et revendent l'électricité à Hydro-Québec. Fait que le prix moyen de ces contrats-là, c'est de 10 à 12 sous du kilowattheure, puis Hydro-Québec vend son électricité au prix moyen de 7,2 sous le kilowattheure à ses clients québécois. Donc, on achète encore là de l'électricité à perte. Actuellement, Hydro-Québec vend son électricité sur les marchés extérieurs à 4 sous du kilowattheure. Et puis, les marchés extérieurs ont beaucoup chuté, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de gaz qui est produit. Donc, les États-Unis s'approvisionnent plus en gaz maintenant qu'en électricité. Pour cette année seulement, 500 millions que Hydro-Québec va subir en perte à cause des décisions d'achat d'électricité aux entreprises privées, aux producteurs privés. Puis avec tout ça, c'est des coûts, c'est des dépenses, puis ça va être refilé à l'ensemble des clients d'Hydro-Québec, des Québécois, Québécoises. Ils se dirigent dans la voie de la tarification. Ça, c'est clair. Il y a ça. On pourrait revenir à la mission de base d'Hydro-Québec et dire, OK, on conçoit qu'Hydro-Québec, c'est parce qu'on a un service essentiel à fournir à la population et on va le fournir dans un tarif qui est le plus bas possible. Accessible, mais en fonction d'une saine gestion. Là, c'est plus ça. On a changé les choses. On s'est dit, il y a un marché, les gens ne peuvent pas se priver d'électricité, on va aller rechercher des profits. Alors qu'en bout de ligne, c'est ça, on pourrait revenir à la mission de base, puis si le gouvernement a allé chercher des sous, parce qu'il a à aller chercher des sous pour assurer les services publics dont on a besoin, il y a des façons plus progressives de le faire. Vous allez voir, par exemple, dans le document, on parle à savoir, on parle des produits de luxe, tu sais. Augmenter les tarifs d'électricité, ça va être bon parce que ça va réduire la consommation. C'est bon pour réduire la consommation des produits de luxe qui sont énergivores, tu sais. Les produits de luxe, par exemple un spa, qui consomme quand même beaucoup d'énergie. C'est pas tout le monde qui a ça. C'est une minorité qui a des C'est une minorité. Puis là, on se dit, on va augmenter les tarifs d'électricité pour que ceux qui ont des produits de luxe consomment moins. Ça fait pas de sens. À ce moment-là, tu peux taxer... C'est un faux débat, ça. Oui, tu peux taxer la vente des produits de luxe. Et voilà. Et là, tu n'affectes pas les gens qui n'ont pas ces produits-là, qui les utilisent pas. Fait que c'est un peu un faux débat. Je pense que non. Mais dans ce document-là, par contre, quand on parle, de page 16-17, on parle beaucoup de augmenter la production, les tarifs, ça va être écologique parce que ça va réduire la consommation. Là, on fait le lien plutôt avec des vraies mesures d'efficacité énergétique qui, ça, seraient des mesures écologiques de réduction de la consommation. Donc, c'est plus abordé. Vraiment, la formation fait un survol. Ce document-là est beaucoup plus complet, mais encore là, probablement qu'il y a bien des réponses que tu as posées auxquelles tu n'auras pas la réponse, des questions que tu as posées auxquelles tu n'auras pas la réponse, mais ce document-là est plus complet. On pourrait peut-être dire que ce document-là, on va le retrouver à la GEPA et à droit devant érable pour les oui, on en a ici présentement, mais je veux dire pour ceux qui verront ensuite la formation d'aujourd'hui à travers la télévision communautaire, on pourrait dire aux gens à ce moment-là qu'ils peuvent venir en chercher à l'organisme droit devant érable, puis à Victoriaville, à la GEPA aussi. Oui, tout à fait. Que c'est important de se renseigner sur ce qui se passe. On va continuer un peu avec la situation actuelle, perspective de hausse. Première partie, c'est qu'on dit le versement sans cesse accru des dividendes, ça nuit au financement des activités courantes d'Hydro-Québec. En fait, parce qu'il y a une partie de ses profits, il doit verser 75% de ses profits, donc il en reste moins pour les nouveaux projets de développement et tout ça. Fait qu'Hydro-Québec doit emprunter à l'occasion, puis on emprunte. On se dit, il faut viser le déficit zéro, mais Hydro-Québec, elle, s'endette pour emprunter. Donc, la hausse habituelle demandée par Hydro-Québec, c'était 2,4 % en avril. La hausse du bloc patrimonial, on l'a ici, je savais qu'on l'aurait quelque part, 1,2 %. C'est ça, la hausse qui est prévue pour 2014. Les divisions réglementées d'Hydro-Québec, je vous rappelle que c'est transport et distribution, viennent de faire une demande d'autorisation à la Régie de l'énergie pour augmenter leur taux de rendement, la marge de profit à 9,2 %. Donc, si c'est accordé, c'est une augmentation de 2,6 % de la facture. De la facture, oui, c'est ça. Fait qu'on peut penser qu'il y aura une augmentation de la facture d'à peu près 6 % pour l'année prochaine. Donc, les prochaines années, c'est des spéculations. On ne peut pas vraiment se prononcer avec exactitude, mais les taux d'augmentation, les hausses vont augmenter, vont dépasser le taux d'inflation.
on ne sait pas. Est-ce que le gouvernement va lancer de nouveaux appels d'offres pour des nouveaux projets des projets de production privée? On l'a vu, par exemple, pour l'éolien. Il y a effectivement eu des appels d'offres, mais il pourrait en lancer d'autres. Si on a un nouveau gouvernement, si par exemple on change de gouvernement, on a un gouvernement minoritaire, on ne sait pas ce qui peut arriver, est-ce qu'on va revenir à la charge avec une hausse du bloc patrimonial plus élevée? Parce que là, la hausse qui est proposée là, du bloc patrimonial est moins élevée que ce qu'on avait prévu sous le gouvernement libéral, mais qui sait si le gouvernement libéral revient au pouvoir? Est-ce que ça va être ça qui va revenir? Il y a possibilité aussi de dépassement de coûts dans certains projets, notamment les compteurs intelligents, donc des suppléments de dépenses. Les impacts de la hausse sur la clientèle, on note qu'il y a une augmentation du nombre d'interruptions de services. C'est de plus en plus élevé. En 2010, 50 000 interruptions de services. 2011. On parle aussi que les ménages sont surendettés. L'impact de la crise économique de 2008, ça alourdit la situation financière des ménages. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a seulement de 10 à 15 % des débranchements qui touchent les ménages à faible revenu. Fait que les moyens revenus aussi là, commencent à être touchés. Ça peut être d'autres catégories. On parle d'une taxe indirecte régressive parce que le poids de la facture d'électricité n'est pas le même pour les différents ménages. Vous avez ici des exemples. Pour une personne qui a un revenu moyen de 12 600 $, elle va mettre 8,75 % de ses revenus dans son paiement de facture d'électricité. Pour une personne qui a 114 700 $, c'est 1,81 % de ses revenus qui passent en paiement d'électricité. Donc, la hausse des tarifs d'électricité va affecter bien plus grandement les ménages à faible et modestes revenus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'informer. C'est sûr que la séance d'aujourd'hui, c'est vraiment un survol de la situation. C'est un aperçu, c'est pour sensibiliser. Il y a possibilité d'aller chercher de l'information plus loin. L'Union des consommateurs s'intéresse beaucoup à ce dossier-là. La coalition opposée à la fabrication et à la privatisation des services publics qui a produit ce beau document-là aussi. Fait qu'une fois qu'on est informé, on peut aussi se mobiliser. Et il y a une grande manifestation nationale le 28 septembre prochain à Montréal. Et il y a du transport qui part de Plessisville notamment pour aller à la manifestation. Oui, d'ici, du stationnement. Et c'est gratuit pour le transport. Et tout ce qu'on demande aux gens, c'est d'apportez-vous un lunch parce qu'on va être parti quand même toute la journée. Mais vous pourrez manifester, participer à cette manifestation-là pour faire savoir au gouvernement que ce scénario-là, ça ne nous plaît pas du tout. C'est un service essentiel, Hydro-Québec. C'est un service dont on ne peut pas se passer. Il faut que les prix restent raisonnable, puis qu'on prenne en considération le fait qu'il y a des gens qui vont être coincés là, avec des augmentations pareilles. Le 28 septembre, c'est un samedi. Le départ de Plessisville se fait au 1470 avenue Trudel, à Plessisville, bien sûr, à 9h30. Il y a aussi, pour les gens qui voudraient, des départs à partir de Victoriaville et Drummondville. Victoriaville, c'est au 59 rue Montfret, dans le stationnement de la place communautaire Rita Saint-Pierre, à 10h. Et à Drummondville, c'est à 11h dans le stationnement du Sears sur le boulevard René-Lévesque. J'aimerais revenir sur le fait que 1470 rue Trudel, pour ceux à qui ça dit rien, c'est la bâtisse de la Corporation de développement communautaire de l'érable, pardon, merci. Et c'est aussi dans cette bâtisse-là qu'on retrouve la Société automobile du Québec, là, la SAQ. Donc, c'est juste situé derrière l'église sur la rue Saint-Calixte. Je pense que les gens qui sont intéressés à y participer, justement, peuvent vous appeler pour Oui, tout à fait. Vous pouvez appeler à l'AGEPA, mais vous pouvez aussi appeler à l'organisme Droit devant érable à Plessisville. Oui, le numéro de téléphone 819-362-0066. Pour l'AGEPA, 795-4441. Moi, c'est ça que j'ai à vous présenter, en fait, comme information aujourd'hui. Je sais que j'ai plusieurs questions auxquelles je n'ai malheureusement pas répondu parce que, comme je dis, je ne suis pas une experte d'Hydro-Québec et de la situation non plus. Mais je trouve ça suffisamment inquiétant, ce qui se passe, pour vouloir en parler, pour vouloir transmettre l'information. Merci beaucoup. Merci. Excellent après-midi. À vous de même, ma chère dame. Merci.